9h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Génocide à Gaza, l'armée sioniste cible une école abritant des personnes déplacées dans le camp d'Ash-Shati et fait plusieurs victimes. Le bilan de la frappe sioniste qui a visé vendredi la banlieue sud de Beyrouth s'alourdit à 48 morts. L'ONU adopte un pacte pour construire un avenir meilleur pour l'humanité lors du sommet de l'avenir qui s'est ouvert ce dimanche à New York. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf représente le président de la République Abdelmadjid Tebboune au sommet de l'avenir et rencontre plusieurs de ses homologues. Conflit en Ukraine, une frappe russe fait une vingtaine de blessés à Kharkiv. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, tout d'abord un point de la situation à Gaza. Près d'un an après le début du génocide, l'armée sioniste poursuit ses massacres dans l'enclave palestinienne. Une frappe aérienne a ciblé une école abritant des personnes déplacées dans le camp d'Ash-Shati et fait des dizaines de victimes. Une maison à Deir el-Balah a également été prise pour cible ce dimanche. Une attaque de plus qui a fait des dizaines de victimes, là aussi, et plusieurs blessés. Et au moins 7 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce dimanche également dans des bombardements de l'armée sioniste contre le sud et le centre de Gaza. L'artillerie de l'occupant a bombardé la ville de Khouza'a à l'est de Khan Younes avec plusieurs obus ainsi que la région d'Al-Atatra à l'est de Rafah. Un drone quadricoptère a également ouvert le feu sur de nombreux civils dans la localité de Tabet al-Nouari à l'ouest du camp de Nusayrat. Et alors que le génocide sioniste se poursuit depuis bientôt une année, le bilan des victimes continue de s'alourdir. L'on dénombre à ce jour 41 431 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 95 760 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres. Il n'existe aujourd'hui plus aucun lieu sûr à Gaza, comme en témoignent ces civils palestiniens venus se recueillir devant l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa après la frappe aérienne meurtrière qui a ciblé la région de Deir el-Balah dans le centre de Gaza. L'administration de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir el-Balah au centre de Gaza a mis en garde contre le risque qu'il soit hors service dans moins de 10 jours, et ce en raison de l'épuisement des quantités d'huile et des pièces de rechange pour ces générateurs électriques et l'interdiction de leur entrée par l'occupation sioniste. Le ministre palestinien de la Santé, Majed Abou Ramadan, a par ailleurs déclaré que le bilan des martyrs parmi le personnel de santé dans les territoires palestiniens s'élevait à plus de 990 depuis le début de la guerre génocidaire sioniste le 7 octobre 2023. Il s'agit notamment de médecins, de spécialistes, d'infirmières, d'employés de professions médicales, de soutien, des administrateurs, mais aussi du personnel paramédical. الاسعافات تعرضت للضرر كبير والسيارات الموجوده في ساحه المستشفى ومباني المستشفى ايضا.
Les familles à Gaza, toujours en quête d'un refuge sûr, s'installent dans des zones très restreintes. Ad el-Balah, c'est au bord de la mer. En cette période de froid, qu'elles installent leurs tentes peu solides. Elles doivent s'entasser sans eau, sans nourriture ni protection adéquate et attendre que leur destin leur sourie après près d'une année de génocide. Maria Chouyer. Une marmite pour des dizaines de mains à se partager le peu de nourriture disponible en quantité très limitée. Alors que l'hiver approche à grands pas et le froid commence déjà à se faire ressentir, les déplacés continuent à faire la queue pendant des heures, en espérant trouver de l'eau et de la nourriture tout en essayant de rester en vie. C'est à quoi ressemble leur quotidien désormais. Pour la majorité d'entre eux, être prêt pour l'hiver est chose qui est loin d'être gagnée. J'ai des enfants et une fille de 7 mois. Je ne sais pas comment je passerai l'hiver avec elle. Chaque jour, elle doit changer ses vêtements 3 à 4 fois. Et malheureusement, nous n'avons pas suffisamment d'effets vestimentaires. Nous allons beaucoup souffrir et il n'y a pas de tente pour nous protéger de l'hiver. Les tentes sont inutiles. Demain, s'il y a un peu de vent, les tentes vont s'envoler. Tout le monde est dans la même situation. Dans le camp de Deir el-Balah, des milliers de déplacés vivent au jour le jour. La majeure partie de l'aide humanitaire qui arrive à Gaza depuis quelques mois reste très peu suffisante. Les familles sont souvent dans la détresse, notamment lorsqu'elles manquent de nourriture. Des milliers de déplacés vivant dans ce camp et à l'avenir incertain ne voient pas de perspective. La vie ici est très difficile. Nous avons souffert sur tous les aspects pour obtenir du nylon, des tentes, de l'eau et de la nourriture. Aujourd'hui, nous recevons de la nourriture par la charité, ce qui n'est pas toujours le cas certains jours. Mais notre situation reste toujours meilleure que d'autres. L'eau est disponible 1 heure sur 2. Dieu seul connaît notre souffrance, une année de martyr. Selon les chiffres des Nations Unies, le génocide a déplacé 90% des Palestiniens de l'enclave. La plupart des déplacés étaient forcés de s'installer dans des tentes posées dans la plage, faute d'endroits sûrs où se réfugier. Et pour l'instant, malgré des mois de pourparlers sur le cessez-le-feu, le génocide continue. Pendant ce temps, cette petite jeune fille continue à ramasser le riz au fond de cette marmite vide. Et à Khan Younes, après des pluies torrentielles, des centaines de tentes abritant des déplacés ont été endommagées. Une situation chaotique qui a poussé une fois de plus les déplacés à dormir dehors, malgré le froid. Les détails à Smalaïd. Les tentes des Palestiniens déplacés ont été endommagées aujourd'hui dimanche par les premières fortes pluies de l'automne à Khan Younes. Des images qui témoignent des conséquences du génocide en Palestine occupée. Pour ceux qui n'ont d'autre choix que de rester, l'automne s'annonce d'ores et déjà difficile, voire terrible. Ces familles palestiniennes déplacées affrontent la pluie dans des camps de fortune. Des réfugiés pour qui survivre relève désormais du parcours du combattant. Nous sommes en guerre depuis 1 an maintenant et nous disons que Dieu nous aide. Mais aujourd'hui, avec la pluie, nous avons beaucoup souffert avec nos enfants. 7 personnes dormaient ici lorsque l'eau est entrée. Nous avons été mouillés et avons eu froid. Nos matelas ont été inondés et se sont mouillés. Nous essayons de trouver un moyen de nous sauver. Que Dieu nous aide et mette fin à cette guerre. Certains déplacés ont placé des seaux d'eau sur le sol pour protéger les tapis des fuites et d'autres ont creusé des canaux pour évacuer l'eau de leur tente, comme le montrent ces images. J'ai peur de me noyer parce que l'eau de pluie s'écoule d'un terrain élevé et que j'habite dans une zone de basse altitude. Où puis-je aller? Toute la tente est en tissu. Est-ce que cela protégera quelqu'un? Est-ce que cela protégera les enfants? Les déplacés ont passé la nuit dehors dans un froid intense et sous de fortes pluies, notamment des enfants et des femmes dans des conditions humaines difficiles, comme en témoignent certains d'entre eux. Nous dormions sous la pluie qui nous a noyés. Je voulais préparer la pâte, mais elle a été gâchée. Nous attendons que l'UNRWA nous en fournit.
Jusqu'à quand devrions-nous attendre? Jusqu'à ce que nous nous noyions et que nos enfants meurent? Nous en fabriquons avec des moyens rudimentaires. Nous n'avons pas d'argent pour acheter des tentes. La tente coûte 100 $. Nous mangeons et nourrissons à peine nos enfants. Nous n'avons pas de vêtements. Nous nous sommes enfuis sans vêtements à porter. Depuis le 7 octobre dernier, l'entité sioniste mène une guerre dévastatrice à Gaza qui a fait plus de 137 249 victimes entre martyrs et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus au milieu d'une destruction massive et d'une famine meurtrière. Les Palestiniens payent aujourd'hui pour leur résistance à l'occupant qui piétine toutes les lois internationales. Leur sort est tributaire du sursaut de la conscience collective et de la communauté internationale et de l'application des résolutions de l'ONU. Le bureau d'Al Jazeera à Ramallah fermé de force. Le directeur du bureau dans les territoires palestiniens occupés dénonce une attaque lâche contre la presse arabe et palestinienne après une descente de l'armée sioniste dans les locaux du média en Cisjordanie, forcé donc de fermer pour 45 jours. Il s'agit d'une attaque lâche contre la presse arabe et palestinienne et la liberté d'expression, et d'une attaque contre le réseau Al Jazeera en premier lieu. Les forces d'occupation sont arrivées ici et ont pris d'assaut ce bureau vers 3 h du matin. Des forces importantes ont pris d'assaut la ville de Ramallah, le quartier de Manara et les rues avoisinantes, ont fermé les rues et empêché quiconque d'approcher. Des forces importantes ont pris d'assaut le bureau ici et nous ont remis un ordre de fermeture pour 45 jours sous prétexte qu'il soutient le terrorisme et travaille sur l'incitation et qu'ils confisqueront tout le contenu à l'intérieur. Voilà donc concernant le génocide en Palestine occupée. Sachez également que le bilan de la frappe sioniste qui a visé vendredi la banlieue sud de Beyrouth s'est alourdi à 50 morts selon le ministère libanais de la Santé. Les opérations continuent pour déblayer les décombres pour la 3e journée consécutive et des prélèvements d'ADN sont en cours pour déterminer l'identité d'une partie des victimes transformées en lambeaux de chair humaine, les rendant difficilement identifiables. Le ministère libanais de la Santé a également fait état ce dimanche de 3 morts dans des frappes distinctes de l'occupation sioniste sur le sud du Liban. Dans 3 communiqués distincts, le ministère a indiqué que 3 personnes avaient donc été tuées dans 3 villages de la région, attribuant chaque décès, je cite, à une frappe de l'ennemi israélien. Et le Hezbollah, par le biais de son chef adjoint, annonce une nouvelle phase dans la bataille contre l'entité sioniste. Regardez. Nous n'avons pas besoin de proférer de menaces, ni de préciser comment nous répondrons à l'agression. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase, celle de la bataille de compte ouvert. Et les recherches de disparus, nous le disions, dans le sud de la banlieue de Beyrouth après la frappe sioniste se poursuivent ce dimanche pour le 3e jour. Retour donc sur cette journée avec Amala Maziane Zitouni. Le génocide de la bande de Gaza se déplace vers le Liban. Le bilan de la frappe sioniste sur la banlieue sud de Beyrouth s'élève à 45 morts et il risque de s'alourdir. Ali Mohamed, un responsable local, s'inquiète de la lenteur de l'opération de recherche. 15 corps restent à récupérer sous les décombres. Ce qui concerne l'enlèvement des décombres, il est en cours, mais progresse lentement, car il y a des corps sous les décombres qui sont récupérés un par un. Hier, 11 corps ont été récupérés et 6 autres
ont été retrouvés dans la nuit. Il reste environ 15 corps à récupérer. Par conséquent, le processus de déblaiement des décombres se poursuivra lentement. Il y a également une recherche de certains biens considérés comme importants pour les propriétaires. Pendant ce temps, la municipalité locale a fait appel à une grue pour tenter de récupérer les affaires personnelles des habitants depuis les bâtiments endommagés. Attristés, les Libanais souhaitent la victoire. Nous sommes affligés par l'agression brutale qui a eu lieu, mais si Dieu le veut, nous sortirons victorieux grâce au sang des jeunes et des enfants qui ont été tués. Beaucoup d'autres sont toujours portés disparus. Si Dieu le veut, la victoire sera de notre côté par sa grâce. Et nous sommes déjà témoins des signes de la victoire depuis minuit passé. Tant que nous aurons un homme nommé Sayyid Hassan Nasrallah, si Dieu le veut, nous vaincrons. L'escalade sioniste au Liban s'est intensifiée depuis quelques jours suite aux explosions provoquées par des attaques électroniques sionistes ayant pris pour cible des appareils de communication mardi et mercredi dernier et qui ont fait 45 martyrs et plus de 3000 blessés. L'Union européenne, qui se dit extrêmement préoccupée par l'escalade au Liban en proie à une agression sioniste, appelle à un cessez-le-feu urgent dans la région. Les habitants de Beyrouth tentent de poursuivre leur vie sur fond d'intensification des bombardements sionistes. Habitués au bruit assourdissant des missiles, ils ne cachent tout de même pas leur inquiétude face à la dangereuse évolution de la situation sur place, comme nous l'explique Nariman Zekar. Un semblant d'accalmie règne sur le littoral de Beyrouth. Sur fond d'intensification des raids d'agression sionistes sur le pays, les habitants s'inquiètent, mais au même temps, ils se disent habitués depuis des décennies à ce genre d'attaque. Nous sommes attaqués depuis 40 ans. Ce n'est pas nouveau pour nous et nous y serons probablement confrontés pendant encore 40 années. La guerre continuera, que ce soit maintenant ou à l'avenir. Si vous pensez que vous ne vivez pas en état de guerre, vous vous trompez. Vous êtes en guerre depuis 40 ans. Peut-être même 100 ans, et vous serez encore en guerre pendant 100 ans encore. Quelques jours après les cyberattaques sionistes d'une ampleur jamais vue, la psychose s'empare des Libanais. Ils étaient des centaines à se rendre chez leurs vendeurs de téléphone pour savoir si l'appareil présente un risque. Certains ont même décidé de se débarrasser de leur smartphone. Ils ne se sentent pas en sécurité et ont peur des conséquences de cette escalade. Je crois que personne n'accepte la guerre et en même temps, personne n'accepte l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice et nous ne cherchons pas à être injustes envers qui que ce soit, quelle que soit la personne ou la religion. En fin de compte, nous disons que Dieu soit notre protecteur contre les injustes. Néanmoins, les Libanais restent fidèles aux causes justes. Malgré l'inquiétude, ils refusent de baisser la tête lorsqu'il s'agit d'injustice, lorsqu'il s'agit de génocide. Dans la banlieue sud de la capitale, une bannière a été installée près du lieu de la frappe sioniste de vendredi. Dessus, l'on peut lire « Tuez-nous partout, nous n'abandonnerons pas la Palestine ». Il s'agit d'une seule et même douleur partagée entre les deux peuples voisins. Bien sûr, nous ne voulons pas la guerre et nous ne sommes pas contents. Mais au final, nous n'avons pas de décision ni de réponse à ce qui se passe. Je crois que tous les Libanais partagent la même perspective et la même douleur. Aucun mot ne peut décrire ce qui se passe sous la séquence des incidents. La principale question qui traverse l'esprit des citoyens en ce moment reste celle de savoir ce qu'il va advenir de leur pays. Alors que les bombardements s'intensifient, les Libanais retiennent leur souffle et continuent à résister. Allons à présent à la rencontre du docteur Elias Jarrad et des nombreux médecins comme lui qui travaillent frénétiquement pour soigner les blessés à Beyrouth. Depuis quelques jours, la plupart des blessures se situent au niveau du visage et autour de l'œil. Et depuis plus de 48 heures, c'est un laborieux travail qu'effectuent ces médecins, pratiquement sans aucune interruption. Iman Merad. Les dernières attaques meurtrières au Liban qui ont fait exploser des milliers de téléavertisseurs portables dans des maisons, des magasins, des marchés et des rues à travers le pays ont fait, selon le dernier bilan, 45 morts et près de 3000 blessés dans les rangs du Hezbollah et au sein de la population civile. Beaucoup ont été blessés aux mains, notamment des doigts amputés du fait que les victimes tenaient les beepers, d'autres aux pieds du fait qu'elles étaient assises par terre, mais les blessures les plus terribles ont été infligées par les beepers qui ont explosé au visage des gens.
Au moins une quarantaine de patients souffrant de blessures oculaires ont été enregistrés, des cas extrêmement graves pour la plupart. Elias Djaradeh, ophtalmologue et médecin légiste, effectue des dizaines d'opérations sur les victimes de ces dernières attaques sanglantes. Dr Djaradeh a déclaré que la plupart des cas qu'il traitait sont des jeunes présentant de graves lésions à un œil, parfois même à 2 yeux. Il y avait des enfants, mais la plupart des patients qui venaient chez nous étaient des jeunes, en général, avec 1 ou 2 yeux gravement endommagés. Cela ne veut pas dire que toutes les blessures sont les mêmes, mais nous sommes un hôpital spécialisé en ophtalmologie. Donc, ils nous envoyaient les cas oculaires les plus difficiles. Le nombre de victimes est très important. Les blessés ne cessent d'affluer à l'hôpital, nécessitant un travail permanent de jour comme de nuit. Comparant cette catastrophe avec l'explosion du port de Beyrouth en 2020, Dr Djaradeh a déclaré qu'à l'époque, la pression s'était relâchée après 2 jours, mais pas avec une urgence d'une telle ampleur. Après l'explosion du port de Beyrouth, il a fallu, je crois, 48 heures pour contenir l'urgence. Mais pour ce qui est des attaques électroniques, nous n'avons pas encore atteint la période de maîtrise de la situation. Le traitement des blessés doit être réparti dans tous les hôpitaux du Liban et pas seulement dans quelques hôpitaux, comme ce fut le cas lors de l'explosion du port. Une situation très difficile à surmonter pour ce personnel médical qui tente de sauver les vies des victimes de ce tragique attentat qualifié de terroriste massive par la vice-première ministre belge. Et la situation au Liban et dans la région, on s'y intéresse justement ce soir avec l'invité du 19h. Manuel Pouchelet, expert en géopolitique et spécialiste des relations internationales, est notre invité ce soir. Bonsoir Manuel Pouchelet. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors première question, donc, après les tueries sionistes commises ces derniers jours dans la capitale Beyrouth, pouvez-vous nous faire un point de la situation, vous qui êtes en contact étroit, on rappelle que vous êtes libanais, donc vous qui êtes donc en contact étroit avec la population sur place? Alors, en effet, la situation est très délicate à Beyrouth, puisque les reportages l'ont démontré, il y a beaucoup de morts et de blessés. Et en même temps, on a quand même un service de santé qui fonctionne malgré toutes les difficultés qu'il rencontre. Je rappelle que le pays est sous embargo, il est très difficile aussi de pouvoir, on va dire, assurer un fonctionnement normal. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect sécuritaire, on a quand même eu aujourd'hui un message très précis des chancelleries occidentales qui demandent à leurs ressortissants de quitter le pays. Force est de constater, si vous voulez, que l'on sent une pression qui est grandissante avec des craintes, puisque Israël frappe au sud du Liban sur des cibles du Hezbollah, je tiens à le préciser, mais également qu'elle fait des raids aériens et dans la tête des Libanais, ce n'est pas sans se rappeler de la guerre civile qui occupait le pays de 1975 à 1989 jusqu'aux accords de Taïf. Une chose est sûre, le Liban risque de renouer avec certaines vieilles chimères que sont des affrontements communautaires, mais bon, heureusement, vous avez une jeunesse au Liban qui pense à la paix, qui pense à des issues, et ce qui est quand même rassurant. Maintenant, vous l'avez souligné, vous avez aussi beaucoup de Libanais qui sont la plupart du temps binationaux. Certains quittent le pays, mais certains aussi souhaitent trouver un Liban, un meilleur avenir pour leur pays et se mobilisent pour y parvenir. Je pense notamment au rôle de la diaspora qui, à distance, propose son aide en tout cas. Alors Manuel Pouchelet, l'entité sioniste, a fait du sud du Liban son champ de tir, tuant donc femmes, enfants et personnes âgées, sans foi ni loi, en toute impunité. On peut dire aujourd'hui que la vie des Libanais est plus difficile que jamais dans cette région. Alors non seulement vous parlez du sud, mais je vous rappelle que le sud Liban est également une zone d'opération de la FINUL, donc l'ONU, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Elle est présente depuis 1978 et on constate encore une fois son absence, enfin en termes de prise de décision. Je n'ai pas entendu M. Guterres, je n'ai pas entendu de rassemblement du Conseil de sécurité, mais vous parlez du sud, certes, parce que c'est la zone à partir de laquelle le Hezbollah opère en tirant ses roquettes contre Israël, mais il n'y a pas que le sud Liban, il y a des avions qui survolent Beyrouth, qui violent, on va dire, en toutes circonstances de cause l'espace libanais. Il y a quand même eu des bombardements sur tout le territoire du Liban.
notamment où Israël, on va dire, a identifié des cibles. Donc non, ce n'est pas uniquement le Sud, même si l'effort pour l'instant est porté sur le Sud, on va dire, là où se trouvent éventuellement des rampes de lance-roquettes, si vous voulez. Non, Israël est bien déterminé, si vous voulez, à attaquer le Hezbollah en son cœur, c'est-à-dire partout là où il est présent. Et quand vous connaissez la géographie du Liban, c'est un petit pays dont la superficie ne dépasse pas celle de la Corse, en tout cas, pour nos, entre guillemets, pour situer par rapport à vos téléspectateurs. Voilà. Très bien, merci Emmanuel Pouchet. Alors vous évoquiez tout à l'heure les Nations Unies. Alors, il faut savoir que l'Algérie multiplie les efforts dans ce sens et appelle notamment à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies en condamnant ces agressions contre la souveraineté du Liban. Ces attaques sionistes contre le Liban, elles ont été dénoncées également et condamnées par plusieurs autres nations. Mais il y a Emmanuel Pouchet, d'autres pays qui ont choisi de se taire comme ils l'ont fait pour le génocide qui se déroule à Gaza depuis bientôt un an. Et cette fois, le mouvement du Hezbollah tient l'entité sioniste pour seul responsable et lui promet donc un juste châtiment. On risque donc d'assister, selon vous, à une nouvelle escalade dans la région. Peut-on s'attendre à l'ouverture d'un nouveau front et à une escalade sans précédent du conflit? L'ouverture d'un nouveau front, de toute façon, Israël, dans sa partie nord, je vais dire qu'il y a contribué. Maintenant, je vous ferai remarquer que le Hezbollah a été patient. Monsieur Nasrallah a, pour une fois, on va dire, mis en œuvre à exécution, on va dire, ce qu'il a annoncé dans son dernier discours de vendredi. Nous sommes dimanche soir. Et en fait, Israël risquerait cette fois-ci d'être mobilisé sur plusieurs fronts. Moi, personnellement, j'en vois 3, voire 4. La bande de Gaza n'est toujours pas sécurisée pour Israël, mais le nord de sa frontière, mais surtout son contradicteur qu'est le Hezbollah, mobilise, on va dire, des brigades militaires professionnelles. On n'a plus affaire à des appelés cette fois-ci. Le tout est de savoir si Israël aura les effectifs suffisants pour répondre au Hezbollah. Vous avez peut-être la supériorité technologique, mais après, vous avez quand même un contradicteur que représente le Hezbollah qui est tenace, qui ressort d'une expérience avec le conflit contre l'État islamique et une campagne en Syrie qui s'est avérée longue, c'est-à-dire qui a commencé dès le début de la crise syrienne et qui s'est prolongée jusqu'à ces derniers temps. Au sud, plus au sud, nous avons aussi les Houthis qui sont capables de tirer des missiles balistiques de longue portée avec un potentiel danger, donc cela fait bientôt 3. Et vous avez également une région qui est le Golan, où du côté de la frontière syrienne, vous avez des forces en présence qui sont aussi d'excellents contradicteurs avec la présence de la brigade Al-Quds iranienne. Donc, quelque part, le Hezbollah, on va dire, est peut-être en train de tendre un piège en faisant venir au nord et monter au nord les forces israéliennes, mais sur leurs arrières, je vous rappelle qu'il y a la bande de Gaza, et j'ai oublié de le signaler, la Cisjordanie. Emmanuel Pouchet, est-ce que vous évoquiez tout à l'heure justement donc le Hezbollah? On sait à présent que les appareils électroniques, donc beeper et talkie-walkie récemment importés, ont été piratés à la source. Le Hezbollah s'attendait à ce genre de cyberattaque, mais peut-être pas de cette envergure. Il y a eu, donc, on rappelle que 2 leaders du Hezbollah sont tombés en martyrs. Y a-t-il eu défaillance, selon vous, au niveau des contrôles de ces appareils? Je vais vous dire oui et non. Je pense que d'un point de vue, on va dire, au niveau de l'actualité, cela a surpris tout le monde. Maintenant, quand vous regardez la riposte qui est en cours contre Israël et dans sa partie nord, là, ils font plus la guerre avec des beepers, excusez-moi d'être un peu dur, ni de talkie-walkie. Ça prouve bien qu'ils ont une chaîne de commandement, malgré les assassinats que vous avez mentionnés, qui fonctionne. Donc attention, le Hezbollah, de toute façon, a toujours été précautionneux sur, on va dire, la fourniture, mais une chose est sûre, en tant qu'ancien militaire que je suis, on ne fait pas la guerre avec des moyens, on va dire, détournés provenant d'entreprises civiles. Maintenant, cela servira de leçon. D'ailleurs, je pense que dans toutes les armées du monde, maintenant, ils vont surveiller de près les matériels de télécommunication qui ont été fournis, puisque la plupart du temps, je vous ferai remarquer que les pays dans lesquels ils sont employés n'ont pas d'industrie de défense. Donc, ils restent particulièrement méfiants, à tel point qu'au Liban, et d'après les dernières informations que j'ai pu avoir qui remontent du pays, beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens libanais sont devenus particulièrement méfiants sur l'utilisation de leur téléphone portable, pensant que celui-ci s'expose, on va dire,
à des cyberattaques avec malheureusement des morts et des blessés. Donc ce climat de psychose me fait aussi penser à un modus operandi qu'avaient fait les Américains lors de la première guerre en Irak. On coupe les télécommunications et ensuite on attaque. Mais là, je vous ferai remarquer que le Hezbollah riposte avec une forte vigueur, avec des objectifs qui sont relativement précis, quoi que l'on en dise. Mais malheureusement, l'escalade est à l'ordre du jour et la communauté internationale peine à se mobiliser pour tenter de trouver rapidement une issue. Le dernier affrontement entre Israël et le Hezbollah remonte à 2006 et c'était la guerre de 33 jours qui avait fait des victimes du côté israélien mais aussi du côté libanais. Justement, vous évoquiez la communauté internationale. On rappelle que les Nations Unies ont dénoncé le fait que l'entité sioniste se mette aujourd'hui à s'attaquer à des civils. Manuel Pouchelet, vous appelez à une action diplomatique, à une action internationale. Que pourrait être cette action justement ? Je pense malheureusement, si vous voulez, que l'action internationale est suspendue à 2 événements. La prochaine Assemblée nationale des Nations Unies, excusez-moi, qui, elle, je l'espère, trouvera, on va dire, une réponse à ce conflit en cours, mais je vous ferai remarquer que vous associez d'autres conflits. Il y a aussi la guerre en Ukraine, qu'il ne faut pas oublier, et qui est toujours d'actualité. Mais malheureusement, le temps joue contre les populations civiles qui subissent ces conflits. Et le deuxième point que je souhaite aussi évoquer est le calendrier électoral américain, où pour l'instant, les Américains ne sont pas présents. Le tout est de savoir quand est-ce que M. Blinken va revenir dans la région. M. Blinken, secrétaire d'État, si vous voulez, l'équivalent d'un ministre des Affaires étrangères. Mais pour l'instant, la préoccupation des Américains, tout comme dans leur débat électoral, demeure la politique intérieure. Il faut que les nations, j'allais dire arabes, et je tiens à remercier les initiatives de l'Algérie, pour faire entendre cette voix. De toute façon, au niveau diplomatie, il n'y a guère que ces pays qui trouveront une solution. L'émission occidentale, je pense, n'a que trop duré. Les populations sont exaspérées. Et vous savez aussi que la région est particulièrement réversible et volatile, puisque les alliances sont toujours d'opportunité. On n'entend pas en revanche des acteurs régionaux de premier plan qui pour l'instant préfèrent rester discrets, mais qui en backstage, si vous voulez, préparent leur stratégie. Je pense à l'Arabie Saoudite, je pense à la Turquie, je pense à la Syrie, et puis bien entendu d'autres acteurs précieux où le Liban a quand même quelques alliés, et je pense aussi à un autre acteur clé majeur qui s'est toujours porté au chevet du Liban en termes d'aide, je pense aussi à l'Égypte. Peut-on aujourd'hui dire, Manuel Pouchelet, que Benyamin Netanyahou fait feu de tout bois pour embraser le Proche et le Moyen-Orient et donc maintenir sa position politique au nom de la guerre contre le Hamas et le Hezbollah? Vous savez, moi je ne suis pas dans la pensée de M. Netanyahou et je pense que M. Netanyahou n'a de limite que lui-même. Maintenant, le tout est de savoir, avec ce conflit en cours, vous parlez d'embrasement, il existe, certes, il risquerait de réveiller certaines vieilles chimères, comme ce qui s'est passé au Liban pendant la guerre civile de 75 à 89, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. J'ai un peu peur que M. Netanyahou ne soit pas habitué au temps long. Quand vous regardez l'histoire d'Israël depuis 1948, avec les conflits qui se sont déroulés, on va dire, avec ses ennemis de l'époque et dans la région, les guerres ont toujours été foudroyantes et relativement rapides. Aujourd'hui, je pense que la société israélienne ne s'attendait pas à ce qu'il soit confronté au temps long. On parle d'une population qui était déjà exaspérée avant de la politique de M. Netanyahou, puisqu'il y avait des manifestations avant, notamment sur le plan justice. Maintenant, le tout est de savoir comment cette société israélienne va manifester son mécontentement. Pour l'instant, M. Netanyahou, on le sait, vous savez, fait l'objet de poursuites pénales à l'international. Pour l'instant, il justifie son action, mais je pense que ce discours, tôt ou tard, va s'épuiser et un jour, il devra rendre des comptes à cette communauté internationale. C'est pour l'instant, il joue son va-tout. S'il fait l'erreur, on va dire, de créer un embrasement, je pense que là, malheureusement, les populations de la région, si vous voulez, feront pour une fois un bloc uni contre ce Premier ministre dont on détermine avec beaucoup de difficultés les limites de sa politique, en tout cas.
Une dernière question, Manuel Pouchelet. Pensez-vous qu'un accord diplomatique entre le Hezbollah et l'entité sioniste est envisageable ou même faisable, du moins le long de la ligne bleue qui sépare, on le rappelle, le Liban des territoires palestiniens occupés? Les accords, vous savez, le Hezbollah a aussi une branche politique. Certes, c'est la manière dont on a trop tendance à le présenter et on va dire l'aspect militaire, mais il a aussi une branche politique qui, je pense, est aussi en mesure de négocier, puisque vous avez des membres politiques de cette organisation qui sont présents, on va dire, en tant que députés et en tant que ministres au sein du gouvernement libanais. Et bien entendu, ils sont capables de négocier, mais encore une fois, vous savez, au Moyen-Orient, vous avez toujours le problème que plus vous avez de négociateurs, plus les négociations sont difficiles. Maintenant, le tout est de savoir par quel canal cela va passer. Il y a quelques années encore, il y avait d'ailleurs le canal omanais. Le sultanat d'Oman est un précieux allié pour toutes les parties en présence, j'insiste bien sur toutes les parties en présence, puisque le sultan Qabouz à l'époque, bon, maintenant qui est décédé, avait reçu vraiment les Israéliens, les Syriens, ainsi que toutes les parties étant potentiellement en conflit. Et j'espère que l'issue diplomatique, vous savez, le Moyen-Orient, c'est le temps long. Et vous avez un fameux proverbe qui dit toujours « qui garde son secret est maître de sa route ». Et pour l'instant, j'ai bien l'impression que les parties en présence, non seulement gardent leur secret, et souhaitent rester maîtres de leur route. Très bien, merci Manuel Pouchelet, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique, spécialiste des relations internationales. Merci encore une fois. Merci beaucoup, madame. Dans l'actualité, également, plus de 50 personnes ont été tuées et 20 autres blessées hier dimanche dans l'explosion d'une mine de charbon dans l'est de l'Iran, provoquée par une fuite de méthane qui a entraîné une explosion de 2 blocs de la mine où se trouvaient alors environ 70 employés. Nous étions dans l'atelier et soudain nous avons vu de la fumée arriver. Et après cela, nous ne pouvions plus respirer. J'ai couru hors de l'atelier et je me suis échappé. Mais certains de mes amis n'ont pas pu s'échapper. On mènera une enquête sur la cause de l'accident, reconnaître les coupables et également vérifier si les mesures de sécurité ou les outils nécessaires au travail ont été fournis aux travailleurs dans la mine ou non. Tout ça est dans l'ordre du jour. Nous allons nous concentrer sur l'enquête sur la cause de l'incident, l'identification des coupables et nous examinerons également si des mesures de sécurité ont été mises en place pour les mineurs. Et après ce drame qui a coûté la vie à 51 civils iraniens, le président Massoud Pezeshkian a adressé ses condoléances aux familles des victimes. Malheureusement, nous avons appris qu'un accident s'est produit dans l'une des mines de charbon de Tabas et que plusieurs proches ont perdu la vie. J'exprime mes condoléances aux familles de ces proches. J'ai parlé avec les ministres de la Santé du pays et de l'Industrie. Nous suivons cette affaire de près. La conversation que j'ai eue avec le ministre de l'Industrie est que cet incident doit servir de leçon pour qu'à partir de maintenant, dans les mines de notre pays, il y ait un système pour que ce genre d'accident ne se produise plus. J'imagine que nous pouvons l'empêcher. Et place à présent à l'actualité africaine. L'actualité de ce dimanche, marquée également par la tenue d'un Conseil des ministres en Algérie, une réunion présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Elle a été consacrée à un exposé commun sur les conséquences des récentes intempéries et des exposés concernant la rentrée scolaire, universitaire et sociale. Le président Abdelmadjid Tebboune a instruit le commissaire chargé du numérique de présenter lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres une cartographie illustrant l'état d'avancement du croisement de base des données intersectorielles ainsi que celui relatif au data center national. Au sujet des dernières intempéries, le chef de l'État a ordonné le redémarrage de tous les services vitaux et essentiels aux citoyens dans les plus brefs délais. Dans le dossier de la rentrée scolaire, Abdelmadjid Tebboune a noté avec satisfaction le bon déroulement de l'opération. Et enfin, le président de la République a écouté des présentations relatives au secteur de l'hydraulique et du commerce extérieur. Dans l'actualité également, les États membres de l'ONU se sont engagés ce dimanche à dessiner un avenir meilleur
pour l'humanité éprouvée par les guerres, la misère et le réchauffement climatique, malgré l'opposition d'une poignée de pays, dont la Russie, à l'adoption de ce pacte pour l'avenir. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait lancé en 2021 l'idée de ce sommet de l'avenir présenté comme une occasion unique de changer le cours de l'histoire de l'humanité. Le pacte pour l'avenir doit jeter les bases d'une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est dépassée afin de le rendre plus efficace, mais aussi plus représentatif de ce qui est le monde d'aujourd'hui. Réforme de nos institutions financières internationales afin qu'elles puissent mobiliser les ressources nécessaires au développement durable. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui déraille, d'où l'importance et la nécessité de ce sommet, déclare Antonio Guterres. I called for this summit because our world is heading off the rails. J'ai convoqué ce sommet parce que notre monde est en train de dérailler et qu'il nous faut prendre des décisions difficiles pour le remettre sur les rails. Les conflits font rage et se multiplient du Moyen-Orient à l'Ukraine et au Soudan sans qu'aucune fin ne soit en vue. Notre système de sécurité collective est menacé par les divisions géopolitiques, les menaces nucléaires et le développement de nouvelles armes et de nouveaux théâtres de guerre. Un point essentiel de ce sommet de l'avenir, la question du réchauffement climatique. Et là, une urgence s'impose également, une élimination progressive et juste des combustibles fossiles, déclare le secrétaire général des Nations Unies. Et nous n'avons pas de réponse globale efficace aux menaces émergentes, complexes et même existentielles. La crise climatique détruit des vies, dévaste des communautés et ravage des économies. Nous connaissons tous la solution, une élimination progressive et juste des combustibles fossiles. Et pourtant, les émissions continuent d'augmenter. Les nouvelles technologies, y compris l'IA, sont développées dans un vide moral et juridique sans gouvernance ni garde-fou. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger est à New York aujourd'hui. Ahmed Attaf prend part justement au sommet de l'avenir en tant que représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Et en marge de sa participation au sommet de l'avenir, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a eu aujourd'hui des entretiens bilatéraux avec son homologue kényan, Musalia Mudavadi. Les ministres ont notamment échangé leurs points de vue sur plusieurs dossiers abordés au sein de l'Union africaine. Ibrahim Rali, président de la République arabe sahraoui démocratique, secrétaire général du Front Polisario, a présidé ce samedi une réunion de l'état-major général de l'Armée populaire de libération sahraoui. La réunion a porté sur les axes fondamentaux dans la continuité de la réunion de l'état-major opérationnel du 18 septembre dernier. On reste dans la région au Maroc. 2 passagers d'un autobus sont morts et 14 sont portés disparus dans le sud du royaume après de nouvelles inondations ayant emporté leur véhicule. Des pluies torrentielles avaient déjà causé la mort d'au moins 18 personnes il y a 2 semaines dans ces zones désertiques et semi-arides. Les autorités de la province de Tata ont fait état de fortes précipitations orageuses vendredi soir, causant des crues exceptionnelles ayant provoqué l'effondrement de certaines habitations et emporté donc cet autobus. Dans l'actualité africaine également, au moins 11 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées et 17 autres blessés samedi lors d'affrontements armés entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide à Al-Fashar, la capitale de l'État du Darfour Nord, dans l'ouest du Soudan, annonce le réseau non gouvernemental Sudanese Doctors Network. Le réseau prévient également que la poursuite et l'escalade des affrontements dans cette ville densément peuplée qui dure depuis le 10 mai conduirait à une grave catastrophe humanitaire. Justement, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est gravement alarmé par les informations rapportant l'assaut à grande échelle sur Al-Fashar par les forces de soutien rapide au Soudan, soulignant qu'un cessez-le-feu n'est pas seulement nécessaire, mais un impératif urgent. Antonio Guterres a appelé Mohamed Hamdan Daglo, commandant des FSR, à agir de manière responsable et à ordonner immédiatement l'arrêt de l'attaque.
On reste au Soudan toujours où le nombre de décès dus à l'épidémie de choléra s'élève à 370 depuis août dernier. Le ministère soudanais de la Santé a annoncé que 7 nouveaux décès ont été enregistrés dans 5 États. Le président kényan William Ruto a atterri à Port-au-Prince et va à la rencontre de ses compatriotes déployés en Haïti, membres de la force multinationale venue enrayer l'épidémie de violence que connaît le pays des Caraïbes. Nombreux sont ceux qui pensaient que Haïti était une mission impossible. Mais aujourd'hui, ils ont changé d'avis grâce au progrès que vous avez réalisé en collaboration avec la police nationale haïtienne. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus confiants quant à la possibilité de stabiliser Haïti, de lutter contre les gangs et la violence et de libérer le peuple haïtien du joug du sous-développement engendré par la violence. Le président William Ruto a promis plus d'effectifs sur le terrain et plus de moyens pour mettre fin à la prolifération des gangs dans le pays. I know that this job you are going to overcome. Je sais que vous allez surmonter ce travail. Je sais que vous allez réussir. C'est une mission que nous entreprenons en tant que pays parce que nous sommes membres responsables de la communauté internationale. Et c'est parce que nous croyons en Dieu. Je veux m'engager auprès de vous à faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour que vous disposiez de plus de personnel, de plus d'équipements, de plus de ressources afin que vous puissiez entreprendre cette mission en nom de toutes les personnes de bonne volonté, tant au Kenya que dans notre région, mais aussi dans le monde entier. Tout autre chose à présent, une attaque russe nocturne contre des immeubles résidentiels à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine régulièrement ciblée, a fait 21 blessés samedi soir, dont 3 mineurs âgés de 8 à 17 ans. La frappe s'est produite en fin de soirée dans un quartier de Kharkiv, ville donc très proche de la frontière russe et qui comptait 1,4 million d'habitants avant la guerre. En Italie, 2 jeunes enfants, un frère et une sœur, ont été tués ce dimanche près de Naples, dans le sud du pays, lors de l'effondrement d'un immeuble dans lequel ils vivaient avec leur famille. L'immeuble de 2 étages situé dans la ville de Saviano s'est effondré dans la matinée. Les pompiers dépêchés sur place ont retrouvé le père et un nouveau-né et les corps sans vie des 2 autres enfants. Ils avaient 4 et 5 ans. En France, à peine formée, l'équipe gouvernementale nommée par proposition du Premier ministre Michel Barnier est déjà marquée par des tensions avec les députés du bloc central et sous la menace d'une censure de la gauche et du Rassemblement national. Les Français s'expriment. Non, pas du tout, on le voit très bien. Déjà que M. Barnier a laissé traîner un petit peu pour nommer son ministère en faisant croire qu'il rencontrait des gens de tous les bords, alors qu'on voit, je crois qu'il y a à peu près 70% des ministres qui sont issus des Républicains, parti qui a fini 4e, si je ne dis pas de bêtises, aux élections. Donc on voit que justement, il n'a pas forcément écouté ce qu'on voulait dire. Alors le fait qu'ils n'aient pas forcément été dans ces fonctions, il y en a quelques-uns qui ont déjà été dans les domaines, d'autres un peu, d'autres moins, d'autres pas du tout. Mais bon, attendons de voir ce qui va se passer et comment ils vont prendre en main les choses. Ce qui est sûr, c'est que ça va être compliqué de gouverner avec tous les clivages qu'il y a. Emmanuel Macron n'a pas nécessairement entendu l'appel du peuple parce que le seul ministre de gauche, c'est le garde des Sceaux. Et alors que tous les gros ministères à côté sont exclusivement gérés par des ministres, du coup, LR, Modem, Ensemble, tout ça. Donc non, pour le coup, c'est pas du tout été respecté vu qu'il n'y a vraiment aucun ministre qui vient vraiment du nouveau Front populaire. Aux États-Unis, alors que la présidentielle prévue officiellement pour le 5 novembre prochain, certains États proposent de voter de façon anticipée pour le futur locataire à la Maison-Blanche. La Virginie, le Minnesota ou encore le Dakota du Sud ouvrent donc leur premier bureau de vote. Un aménagement dont le but est d'améliorer la participation électorale, comme nous l'explique Karim Brazis. Coup d'envoi du scrutin
scrutin présidentiel américain, 3 États concernés, la Virginie, le Minnesota et le Dakota du Sud. D'autres suivront les prochains jours. Les urnes sont donc de sortie au sein de ces territoires fédéraux en vertu d'une loi locale permettant au vote par correspondance d'être acté avant la date officielle du 5 novembre. Un vote anticipé donc et son aménagement dont le but est d'améliorer la participation électorale en permettant de voter aux personnes empêchées de le faire, mais aussi de réduire l'affluence le jour de l'élection. Le vote anticipé étant devenu de plus en plus populaire au cours de la dernière décennie aux États-Unis, preuve en est en Virginie avec de longues files d'attente observées lors du dépôt du bulletin de vote afin de départager la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump. Mais aussi des scrutins locaux ou propres à leur État. Il faut savoir que l'élection américaine tenue lors de l'Election Day coïncide avec les élections sénatoriales et législatives au niveau fédéral, ainsi qu'avec de nombreux scrutins, dont une centaine de référendums. Soulignons que lors de la dernière campagne présidentielle dans le pays en 2020, 69% des votes enregistrés en personne par correspondance contre 44 ans auparavant. Mais l'explication concernant ce scrutin indirect et ses diverses modalités est que le vote pour les présidentielles a concerné moult brinque-ballements quant à son organisation, mais aussi autour de la cacophonie des résultats définitifs en 2020. Permettre donc aux inscrits de s'exprimer optimiserait une meilleure gestion pour l'appareil fédéral. On s'en souvient, Donald Trump et ses partisans avaient accusé d'être victimes d'une fraude visant notamment le vote postal sans jamais en apporter la preuve. Il aura fallu attendre un mois avant que le collège électoral officialise la victoire de Joe Biden. Un vote anticipé permettrait donc de désengorger un peu la démocratie américaine et ses appareils de comptage qui suscitent la méfiance de quelques 37% des votants américains. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.